Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire proposé par Campus Matin et Ubicast aujourd'hui. Je suis Théo Aberbuch, directeur de la rédaction de Campus Matin et de Newstank. Et je vous accueille avec nos intervenants et avec ma collègue Marine Dessau qui co-anime ce webinaire avec moi. Bonjour Marine. Bonjour Théo. Nous allons discuter de la manière de dynamiser les cours avec les capsules vidéo. C'est notre thème, donc l'usage de la vidéo dans les établissements, évidemment dans un contexte désormais que nous connaissons tous, qui est celui de cette crise sanitaire et des adaptations qu'elle demande. Marine, quelques détails peut-être sur l'angle de ce webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Oui, depuis un an, la vidéo s'impose sous des formats variés comme un outil indispensable pour adapter les enseignements. Alors, on va se demander comment les établissements utilisent depuis le début de la crise la vidéo, comment ils accompagnent les enseignants et comment ils intègrent leurs outils à leur écosystème numérique. Et on va bien sûr parler conseils pratiques et sécurité des données. Merci Marine, un riche programme auquel vont contribuer nos intervenants. N'hésitez pas, je vais vous les présenter un par un et n'hésitez pas vous aussi, comme l'a fait Sandrine à l'instant, à nous saluer, à nous dire d'où vous nous écoutez et qui vous êtes. Voilà, l'onglet questions nous sert à ça. Tout à l'heure, on prendra vos questions, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à vous manifester. On est ravis de vous réunir. Jean-Marie Cogniet, je commence avec vous puisque vous êtes le partenaire de ce webinaire, vous êtes le cofondateur et le PDG d'Ubicast. Merci d'être avec nous, Jean-Marie. Merci Théo, c'est un réel plaisir d'être là ce matin aussi avec vous tous, les intervenants et les participants. Merci. Jean-Pierre Berthet, vous êtes, je vous mets à l'écran, vous êtes directeur délégué au numérique de Sciences Po Paris. Bonjour Jean-Pierre et merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. En direct de Lausanne, n'est-ce pas, Jeff Van de Poel? Bonjour à vous, vous êtes responsable opérationnel numérique et multimédia à l'Université de Lausanne. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation et donc à la fois de Belgique et maintenant à Lausanne. Et merci de l'invitation et je me réjouis de partager avec les collègues et de discuter tout ce qu'on fait à l'Université de Lausanne et au Centre de soutien à l'enseignement. Eh bien, on est ravis de vous avoir avec nous. Et Sandrine Karam, vous êtes directrice adjointe compétences et formation tout au long de la vie, référente du Media Lab de l'Université de Limoges. Vous êtes aussi vice-présidente d'une association qui s'appelle l'ANSTIA et qui regroupe les services TIS et audiovisuels de l'enseignement supérieur. Bonjour Sandrine. Bonjour. Oui, moi aussi, ravie d'échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur depuis un petit moment et de partager tout ça avec vous. Bon, on a beaucoup de chance de vous avoir. Vraiment, merci. Donc, comme vous l'avez compris, certains d'entre vous ont déjà bien pris la main et nous saluent dans les questions. C'est par là qu'il faudra réagir, nous poser vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent pertinentes. Ça nous aide beaucoup tout au long du chat à identifier celles qui font le plus d'écho parmi vous et à les prioriser évidemment tout au long de la discussion. Donc voilà, vraiment, on va essayer de vous donner toute la place qui vous revient à nos participants. Et ben voilà, on est parti. Une première question, peut-être Marine, pour lancer les choses. Ouais, on va commencer par un tour de chauffe avec chacun de nos intervenants. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple, un fait ou un chiffre qui permet d'expliquer comment la vidéo est devenue un incontournable en matière de pédagogie? Alors, qui démarre? On va peut-être laisser Jean-Pierre Berthet démarrer. Très bien, écoutez, déjà pour donner un peu le contexte, Sciences Po, je rappelle, c'est 14 000 étudiants, donc 49% d'étudiants étrangers qui viennent de 150 pays, avec dans nos enseignants 4 500 professionnels intervenants extérieurs, et on organise aussi 600 événements par an. Et le chiffre clé sur la vidéo, depuis un an, pratiquement jour pour jour, c'est 400 000 cours et réunions en vidéo, 3,6 millions de participants cumulés, et ça fait 4,4 millions 370 000 heures qui ont été réalisées. Alors, c'est évidemment des cours et des choses en direct, mais aussi beaucoup de capsules vidéo, et on y reviendra. Eh bien, effectivement, c'est frappant. Qu'en est-il du côté de Limoges, Sandrine Karam? Alors, moi, je n'ai pas les chiffres parce que je ne travaille pas à la DSI au niveau des connexions. Alors, nous, on différencie quand même pas mal tout ce qui est visio et donc la vidéo en termes de visioconférence. Et de webinaires comme on fait là et de capsules, mais comme l'a dit mon collègue.
Nous, en fait, à Limoges, ça fait un moment qu'on était dans cette démarche-là, donc avec la création du Media Lab, on en parlera tout à l'heure, où on a un site avec un labo vidéo et avec les enseignants. Je vois qu'il y a des enseignants qui sont là aussi de Limoges, dans le chat, à faire des capsules. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on était dans cette démarche. Aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est de voir comment on peut inciter de plus en plus et de voir comment on peut les aider et les accompagner quand même dans cette démarche-là. Parce que c'est pas forcément évident, en fait. Donc, au niveau du chiffrage, on va être comme dans toutes les universités, évidemment. Maintenant, on a mis en place, justement, avec Ubicast, des choses qui sont très intéressantes. On va pouvoir réorganiser un petit peu les données. Et voilà, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure. C'est surtout comment on conçoit. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment aider les enseignants à concevoir, réaliser justement leurs capsules de manière scénarisée, en fait. Absolument. Jeff Van de Poel. Oui, nous, c'est un peu les mêmes chiffres qu'on a par rapport à ça. On a plus ou moins 40 000 productions en un an qui ont été réalisées par les enseignants. On a près de 5 millions de visites du média serveur. Alors, ce qui est important pour nous au niveau du centre de soutien à l'enseignement, c'est justement, comme le disait Sandrine, d'avoir cette réflexion sur comment accompagner les enseignants à produire quelque chose de réflexif, de pédagogique au niveau de la vidéo. Donc, on a essayé de mettre en place un système à plusieurs variantes qu'on vous présentera tantôt qui font de la captation automatique à la production studio accompagnée. Ouais. Et du côté de Jean-Marie, pour finir ce tour d'horizon? Un chiffre. Sur l'utilisation de nos plateformes qui sont sur notre cloud, on a vu une multiplication des usages par 15 sur l'année qui s'est écoulée, que ce soit en termes de production, en termes de diffusion, de vues par les étudiants. Donc vraiment une diffusion massive et une vraie appétence des étudiants pour l'asynchrone en complément du synchrone. Merci, c'est très parlant. Est-ce que vous pourriez, alors vous utilisez tous Ubicast, ce qui est, on en parlait en amont du webinaire, une sorte de YouTube privé. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur cette solution et ensuite chacun d'entre vous nous parler un peu de vos usages selon vos établissements? Jean-Marie Cogny, si vous pouvez commencer. Oui, alors peut-être que je vais essayer de planter le décor sur ce que fait Ubicast. Alors, nous, on édite une plateforme vidéo privée pour enregistrer, héberger et diffuser des vidéos pédagogiques qui sont diffusées en direct ou en replay. Et tout ça s'intègre bien entendu à Moodle. Alors, enregistré parce qu'on a un outil intégré à la plateforme qui s'appelle le Web Studio qui permet à un enseignant de synchroniser sa webcam avec son écran d'ordinateur et un micro, bien sûr, pour créer des capsules quand il le veut, où il le veut, sans rien télécharger, puisque c'est un outil web qui utilise son navigateur. On diffuse ces vidéos dans notre lecteur interactif. Interactif pourquoi? Parce que les étudiants vont être invités à contribuer, c'est-à-dire à questionner, commenter les vidéos ou les enrichir avec des liens externes. Et puis les enseignants vont également pouvoir enrichir la vidéo avec des quiz, des sondages, des pièces jointes complémentaires, des vidéos qui viennent expliquer un concept peut-être survolé rapidement dans la capsule. Et puis ils vont aussi pouvoir chapitrer, structurer leurs cours. Et puis enfin, tout ça s'intègre dans les plateformes d'enseignement à distance comme Moodle. Voilà. En complément, on a des box qui permettent de numériser, on dit plus digitaliser, je crois, depuis quelques jours, donc qui permettent de numériser des enseignements et qu'on va placer dans des salles de classe ou des amphithéâtres pour automatiser tout le process depuis la salle de classe jusqu'à l'écran de l'étudiant. Ok, merci. Sandrine Karam, peut-être un exemple de l'université de Limoges qui en ce moment est en transition, si j'ai bien compris. Oui, alors nous, on en est au début du déploiement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Covid, quelque part, ça accélère les choses. Donc, on a eu un déploiement, justement, il en parlait Jean-Marie, de mettre des box dans les amphis. Donc, en fait, on a eu quand même plus d'1 million d'euros à déployer au niveau technique, puisqu'on s'était rendu compte qu'à l'université de Limoges, on n'avait pas forcément justement déployé, alors peut-être que mes collègues, ils avaient ça, mais nous, on n'avait pas d'amphi où on pouvait faire du streaming, faire du live. Donc, le gros travail sur l'année, et ça, c'était un gros challenge, et Ubicast nous a accompagnés, c'est essayer d'uniformiser tout ce qui se passe dans l'établissement pour qu'on puisse mettre en place justement des captations. Donc, des captations en live ou en asynchrone. Mais du coup, on est au début de cette démarche-là.
au niveau du Bicast et du média serveur. Donc, on est en train vraiment de déployer tout ça pour qu'on puisse uniformiser les choses. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire comment ça se passe dans le déploiement, oui, mais dans l'utilisation, non. Par contre, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on travaillait avec YouTube, tout simplement au départ, mais on ne peut pas tout faire dans YouTube. Mais comme on était sur des choses qui étaient sur du média très médiatisé, on faisait des interviews, des choses qui n'étaient pas encore, on va dire, on en parlera tout à l'heure sur la protection des données, on pouvait encore faire ce genre de vidéos sur des espaces comme YouTube. Aujourd'hui, il y a des choses, les cours, on ne pourra pas, on peut pas, donc on en parlera tout à l'heure. Donc, la nécessité de passer à autre chose aussi, on avait un Media Center avant, on avait autre chose, mais la nécessité d'organiser mieux les données et de pouvoir surtout capter plus facilement et de laisser aussi l'autonomie aux enseignants, de pouvoir les accompagner dans la production de leurs ressources et de faire aussi de l'interactivité. Et notamment de faire du comodal, comme vous m'expliquiez. Jean-Pierre Berthet, est-ce que vous pouvez me parler de comment ça se passe à Sciences Po? Oui, alors on avait déjà une expérience d'utilisation du Bicast, notamment avec les box dont parlait Jean-Marie. Donc en fait, tous nos amphis étaient déjà équipés et on faisait de la production déjà de captation, ce qu'on appelait les e-cours, qui sont les cours principaux dans nos grands amphis, les grands cours, qui étaient captés systématiquement depuis plusieurs années. Et on avait mis en place donc cette captation dans les amphis, plus un média serveur pour pouvoir les héberger. Et donc on avait déjà cette architecture mise en place, mais là du coup on a eu une montée en puissance très très forte, puisque on est passé de quelques amphis qui étaient connectés à l'équipement que l'on a eu au mois de septembre. On était à 130 salles et amphis équipées, alors pas en box, mais équipées pour pouvoir faire de la visio et donc du coup avec les possibilités d'enregistrement de la visio, mais de problématiques aussi derrière, de stockage, bien évidemment, et la production de ressources. On reviendra tout à l'heure sur les moyens de production que peuvent utiliser, les différents moyens de production que peuvent utiliser les enseignants à leur disposition, puisqu'il y a les aspects conception des vidéos, mais il y a aussi comment je peux les réaliser depuis le moment où je suis tout seul chez moi parce que je suis confiné, et des moments où je peux venir me déplacer et qu'est-ce que je peux faire comme autre type de vidéo, avec quel système. Donc on a une gradation, je vous en parlerai tout à l'heure, qui va du plus simple pour l'enseignant jusqu'à des choses beaucoup plus sophistiquées dont je parlerai. Super. Et à l'Université de Lausanne, alors, c'est quelque chose qui est très, très apprécié des enseignants. Alors, en fait, on a eu 3 étapes pour la mise en place des choses. Donc, on n'avait pas un média serveur assez puissant que pour supporter la charge nécessaire quand le Covid est arrivé. Donc, en fait, on était déjà en négociation avec Ubicast. Donc, ce qu'on a fait au préalable au semestre de printemps de l'année dernière, c'est un cloud hébergé chez OVH avec Ubicast, sur lequel on a travaillé essentiellement avec le Web Studio et puis des profs qui réalisaient des PowerPoint commentés ou autre chose en autonomie. On a installé tout chez nous l'été dernier, en équipant 42 salles. Donc, on a profité de l'été pour rapatrier l'infrastructure cloud sur nos infra data center UNIL. On a équipé 42 salles pour la captation des cours. Et là, comme je vois pas mal de gens dans le chat qui disent, ça demandait une énorme coordination avec les centres informatiques, donc les DSI, et surtout aussi ce qu'on appelle chez nous les services Unicom d'équipement des salles. Donc, on a réalisé un travail titanesque tout l'été pour équiper 42 salles, ce qui a fait qu'au semestre d'automne 2020, on a pu mettre en place l'enseignement comodal. Donc, on avait 40 salles qui permettaient une diffusion live et que les gens suivent soit en présentiel, soit en live, en direct, soit en différé. Et l'enseignement comodal, j'aimerais bien qu'il y ait des questions parce que ça a des avantages, mais ça met beaucoup de charge. Les lives mettent beaucoup de charge sur les infras et ça peut poser un problème. Il faut se poser la question du live ou pas, je pense, c'est important. Et puis, comme indiqué par les collègues, au centre de soutien à l'enseignement, on a une cellule qui s'appelle la CAM, donc, cellule d'appui multimédia enseignement. Donc, on a réalisé 150 capsules pro aussi dans des studios fond vert avec un accompagnement dans l'écriture de script des enseignants. Et on a rajouté aussi 3 studios Ubicast sur le campus qui permettent à des profs de les utiliser de manière autonome. Et enfin, depuis le mois de novembre, on est reconfiné. En fait, les profs utilisent les salles pour continuer à donner les cours, pour être dans de bonnes conditions de travail. Et on diffuse donc, à partir des 42 salles, pas mal d'enregistrements. Voilà un petit peu le topo chez nous. Merci. Et est-ce que vous observez, certains d'entre vous, ou particulièrement, une hausse des usages du fait de la crise? Ceux qui s'en servent depuis un moment.
Oui, alors c'est très clair, je peux démarrer. On avait effectivement des premiers usagers que l'on connaissait, qui étaient entre guillemets des habitués. D'où on a une dizaine de MOOC qui ont été produits, donc on avait évidemment des enseignants qui étaient habitués déjà à scénariser, à faire des capsules très scénarisées, certains qui étaient déjà dans la logique de faire de la classe inversée. Mais on a vu vraiment une montée en puissance énorme. C'est-à-dire qu'on est passé pratiquement du jour au lendemain à quelques enseignants très volontaires à tout le monde. Il a fallu accompagner tout le monde. Et ça, du coup, c'était un challenge. C'est comment on fait pour faire du massif avec des équipes qui ne sont pas forcément très larges non plus. Donc, comment on les accompagne et comment aussi on les accompagnait, y compris à distance, puisque voilà, on était à un moment aussi de confinement. Il y a un vrai changement dans les usages. Et comme le disait Jeff, il y a aussi des changements parfois dans les comportements, on en parlera aussi, même dans les comportements des étudiants, de consommation des supports vidéo sur lesquels il faut faire assez attention dans la manière de leur donner accès ou pas à certains moments. Je pense qu'on y reviendra. Il y a des phénomènes qui sont assez analogues à ce que l'on voit sur les séries télé, par exemple. On a eu des étudiants qui consommaient le cours d'économie, comme la dernière saison de Game of Thrones. C'est-à-dire que je prends tous les cours d'économie, puis je me le fais le samedi, quoi. Ah non, l'apprentissage, ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps, il faut le temps de digérer. Donc, ces scénarisations que font les enseignants, c'est aussi quelque part expliquer aussi aux étudiants qu'ils doivent consommer la vidéo, consommer les supports, travailler avec les supports pour quelque chose qui est fait pour cela, fait pour l'apprentissage. Et c'est aussi ce qu'on donne aussi aux enseignants comme information, c'est comment je fais cette scénarisation. Du côté des autres, Sandrine, allez-y. Oui, justement, je veux bien compléter, Jean-Pierre, parce que nous, on travaillait, c'est vrai, un peu pas en silo, mais on avait le Media Lab. Donc, le Media Lab, c'est un tiers-lieu où on faisait déjà cette co-construction au niveau de la production de ressources, on va dire, très professionnelle, avec certains enseignants qui avaient choisi de faire des vidéos très enrichies. Donc, on était sur très peu de personnes. Après, il a fallu qu'on travaille, donc nous, avec les DSI, avec nos collègues, avec les ingénieurs pédagogiques. Et je rejoins la réflexion de la vidéo, elle n'est pas consommée toute seule. Donc, c'est important de parler de deux styles de scénario. Il y a le scénario pédagogique, donc qui va être l'enchaînement de la vidéo ou des choses qui vont se passer après. Et puis, ce qu'on voit surgir maintenant, c'est de se dire la scénarisation de la vidéo, c'est-à-dire comment est réalisé et comment on scénarise en termes audiovisuels la vidéo. Et donc, c'est pas la même chose et c'est tout ça qu'il faut imbriquer. Et c'est des questions, on en parlera sûrement tout à l'heure aussi, de nos métiers qu'on traite dans Anstia aussi. C'est comment on imbrique un petit peu l'ensemble des personnels qui, voilà, on était les informaticiens, ingénieurs pédagogiques, audiovisualistes. Et là, on est un peu avec le Covid, ben voilà, il faut travailler ensemble. Comment on arrive, parce que voilà, il y a du numérique, il y a de l'audiovisuel, il y a des scénarios, il y a de la pédagogie. Comment on arrive à relier tout ça? Et donc, peut-être que ça a mis un coup de boost aussi à des choses qui nous paraissaient essentielles avant déjà. Du côté des usages, toujours, Jeff, c'est parfait. Vous passez la parole les uns et les autres. Oui, en fait, c'est des usages. Alors, moi, au départ, je suis un spécialiste du multimédia éducatif. Donc, j'ai fait des MOOC dans mon ancien métier. Donc, je suis assez sensible à la culture et à la grammaire du visuel dans la pédagogie. Et en fait, maintenant, le bilan que je fais, c'est qu'en effet, il y a des gros usages qui sont là, mais il y a un petit peu 3 étapes. Je pense que la première étape, c'est qu'on a un peu sauvé tout le monde en amenant des solutions pour que l'enseignement puisse continuer. Et ça, c'était un enseignement qui était un enseignement en ligne d'urgence. N'oublions jamais de l'urgence, parce qu'on a passé beaucoup d'étapes pédagogiques un peu rapidement parce qu'il y avait cette urgence-là. Le gros challenge maintenant, c'est qu'en fait, la vidéo, elle a amené un autre questionnement, une autre difficulté pour les enseignants. Alors, quand on met en place un système technique et technologique qui met les enseignants dans une facilité de production, on a parfois tendance à avoir de la substitution de pratique. Donc, je vais faire devant une caméra ce que je fais en salle. La même durée, la même chose. Donc, il y a pour nous le besoin d'éduquer à la vidéo. Alors, comme le disait Sandrine, intégrer la vidéo dans des scénarios pédagogiques qui vont en profondeur, ou sinon on a, comme Jean-Pierre l'a dit, du binge-watching de vidéos qui ne va pas vraiment en profondeur et il n'y a pas d'activité qui est liée. Mais il y a aussi la vidéo pour quoi faire. Alors moi, en mon temps, j'avais produit une typologie de production multimédia assez technique.
il y a des collègues comme Christophe Laduron, qui est là d'ailleurs, et Jonathan Rapp, qui ont parlé des usages pédagogiques des étudiants. Et je suis en train de développer un petit peu une espèce de typologie d'usage instructionnel du prof. Parce qu'en fait, la vidéo, c'est pas que pour transmettre un savoir, c'est pour aussi faire un petit message d'accueil à la semaine, c'est pour peut-être rendre un feedback dans les travaux de nos étudiants, c'est pour donner un sommaire d'une discussion de forum. Et donc l'idée aussi de chez nous, c'est de dire aux profs que la vidéo, elle n'est pas uniquement pour transmettre un savoir, mais qu'elle est aussi là pour être présente à différents endroits de l'acte d'enseigner. Et l'acte d'enseigner, quand vous voyez par exemple les travaux de Jacques Rodet sur la charge tutorale, il y a 25 façons d'intervenir dans un cours. Et une des manières d'intervenir, la vidéo amène une plus-value. Donc peut-être un petit head talk, comme je fais maintenant, tous les débuts de semaine à tous mes étudiants pendant 3 minutes, c'est quelque chose qui va les amener aussi dans le cours. Jean-Pierre, vous vouliez réagir? Moi, J'ai vu Jean-Marie aussi qui n'a pas levé la main mais qui a beaucoup acquiescé. Donc on va. Je complète ce que disait Jeff. On a vu effectivement des scénarisations d'usage nouvelles de la part des enseignants, aussi permis par le fait que l'usage des technologies s'est amplifié. Je vous donne un exemple, c'est un enseignant qui a bâti ses séquences vidéo, donc ce qu'il produit lui, mais aussi en invitant des collègues. En fait, il fait sur certains sujets, sur des débats, sur différents sujets, il invite des collègues à discuter avec lui. Il fait des courtes interviews de certains de ses collègues. Ça fait partie des capsules qu'il a montées. Et à la fin, il a un débat avec l'ensemble, dans une autre capsule, un débat avec tous les intervenants qu'il a fait venir du monde entier. Ça apporte une dynamique très, très différente. Et je partage complètement ce que disait Jeff sur l'écriture et la scénarisation nouvelle que ça peut donner, que ça peut apporter aux enseignants. En fait, ça ouvre un spectre beaucoup plus fort. Il faut capitaliser là-dessus parce qu'on doit passer de l'étape de la pédagogie de l'urgence, la technologie de l'urgence, on a tous vécu, à comment ça s'intègre au quotidien dans les pratiques. Même si tout le monde va revenir en présence un jour, il y aura des changements. Et comment on capitalise ces changements pour faire vraiment de l'hybride au sens de mélanger de la présence, de la distance, du synchrone et de l'asynchrone pour avoir des meilleurs parcours pédagogiques. Alors, on va essayer d'ailleurs de donner des conseils pratiques dans la suite de ce webinaire. Hein. Jean-Marie, une réaction et peut-être tout de suite une réponse à une question qui a déjà eu beaucoup de votes, qui est de bien comprendre, ça a l'air d'intéresser nos participants, la plus-value du Bicast pour enrichir les vidéos. C'est la question, il y a déjà eu 7 votes là-dessus, donc peut-être tout de suite donner cet élément de réponse-là. Oui, je vais juste revenir sur ce qui se disait juste avant et j'interviendrai là-dessus. Oui, je voulais dire que nous, on a la chance chez Bicast, on a un peu plus de 250 clients actifs. Donc, on est un peu sur un perchoir où on voit ce qui se passe dans les usages avec une dimension majoritairement européenne. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est qu'il y a vraiment une bascule dans le numérique. Et donc, avant, il y avait des enseignants moteurs qui sollicitaient les services d'ingénierie pédagogique des établissements, qui les accompagnaient très bien et avec lesquels ils montaient des productions et ils arrivaient à basculer un peu leur pédagogie sur le médium vidéo. Et en fait, la pandémie, elle a fait basculer tout le monde. Et je pense qu'il faut souligner l'énorme travail réalisé par les services d'ingénierie pédagogique en France ou ailleurs sur l'accompagnement des enseignants, parce que des enseignants moteurs qui voulaient aller un peu plus loin que juste traduire un modèle présentiel dans une visio, il y en a eu plein qui s'y sont mis. Et je crois qu'il y a eu une grosse montée, une très belle réponse des équipes sur ces demandes-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on a observé d'un peu plus haut niveau. Ça, c'était le premier point. Pour répondre maintenant à la question directement, je crois que j'ai vu passer des questions sur Stream et sur H5P. Alors, par rapport à Microsoft Stream, je sais que d'un point de vue DSI, c'est très simple parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et puis dans Microsoft et on étend son abonnement avec la suite Stream qui vient faire la suite de Teams et de Office 365, etc. La grosse différence, c'est la façon dont ça va être dont on va pouvoir enrichir l'expérience étudiante. Elle va être beaucoup plus pauvre dans un stream qui fait très bien le boulot de diffusion. Ça, il faut pas. Enfin, c'est Microsoft derrière. On va pas. Enfin, faut rester humble. En revanche, sur l'expérience pédagogique, c'est un peu plus faible.
Ça c'est certain. Et l'intégration avec les plateformes et un process en fait, un workflow qui va de la salle de classe ou de la capture du prof jusqu'à l'écran de l'étudiant, c'est un peu moins complet aussi. Maintenant, charge à nous d'être toujours un peu en avance pour ne pas perdre notre temps par rapport à Microsoft. Et sur H5P, en fait, on est parfaitement complémentaires. On avait justement fait des tests avec les équipes de Jean-Pierre à Sciences Po, où on avait intégré des vidéos H5P sur la plateforme Ubicast et également des enregistrements Ubicast qui avaient été envoyés dans H5P. Jean-Marie, pour les non-initiés, H5P dont je fais partie, H5P. Alors, comme ça a été dit dans le commentaire, c'est un petit outil open source qui permet de venir enrichir une vidéo. En fait, essentiellement, on vient mettre des textures sur la vidéo. Avec des informations, des enrichissements, etc. Là où chez Ubicast, on va enrichir plutôt à côté de la vidéo. Enfin, c'était une volonté Ubicast pour ne pas dénaturer le contenu qui se retrouve au centre de la vidéo. Les deux sont parfaitement compatibles. La grosse différence, c'est que Ubicast est avant tout une plateforme vidéo. Là où H5P, on pourrait plutôt dire que c'est un outil auteur qui va permettre d'enrichir une vidéo, là où Ubicast va permettre de centraliser et d'organiser des process autour de la vidéo, où est-ce qu'elle part, en fonction de sa chaîne de diffusion, etc. Une notion d'organisation et de workflow. Et alors, vas-y Marine, je t'en prie. Et alors, rendre interactives les vidéos, quand est-ce qu'il faut le faire selon vous? Et quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que Jeff, vous avez une réponse à ça? Oui. Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il faut se dire, est-ce que je construis une leçon complète avec des morceaux de vidéo dedans? Et entre les morceaux de vidéo, des activités, des forums de discussion, des travaux d'étudiants, les étudiants peuvent produire de la vidéo aussi. On n'a pas mentionné tout à l'heure, mais je pense que ce que la pandémie a montré, c'est que nos étudiants, dans certains travaux de recherche, on peut leur demander d'utiliser l'outil multimédia pour donner de l'information scientifique. Et je pense que ce qui est important, surtout quand on fait du comodal, c'est de se dire qu'en fait, il est important de bien temporaliser son intervention. Par exemple, on a pas mal de profs qui ont dit « Tiens, c'est bien, je fais du direct, les gens me suivent en direct. » Et puis, au niveau des questions-réponses, j'arrive pas à suivre le chat. Donc, expliquer aux profs, première intervention, message d'accueil, 5 minutes. Question de la leçon précédente, je demande aux gens d'intervenir sur les commentaires Ubicast pour poser des questions. Je repars pendant 15 minutes et puis je dis à mes étudiants, attention, je vous indiquerai moi quand on peut poser des questions. Et puis après une deuxième intervention, je peux proposer aux gens de suivre un travail de groupe et de revenir pour une mise en parallèle. Et je pense qu'en fait, l'interaction, elle est importante, ou sinon on a nos élèves qui deviennent un peu des zombies, c'est un petit peu le terme qui viennent maintenant. Et donc même quand l'intention du prof, elle est bonne de donner 2 heures de classe complète, il ne faut pas trop aller vers que du synchrone, il faut aller vraiment vers des moments de respiration et il faut s'entendre avec ses autres collègues du département pour pas que nos étudiants soient amenés à suivre 8 heures consécutives de cours en synchrone. Donc je pense que l'interaction, elle est extrêmement importante parce qu'elle crée un lien entre le contenu et la personne. Quand on était étudiant il y a 30-40 ans à l'université comme moi, on se rendait compte le jour d'examen final qu'on n'avait pas bien tout compris. Alors que maintenant, on a beaucoup d'outils qui permettent de montrer à l'étudiant de pouvoir mesurer sa compréhension de ce que le prof dit en direct. Et je pense que l'interactivité, elle est importante par ce rapport qu'elle crée entre le contenu et l'apprenant. Et plus largement, quels sont vos conseils pour réussir une vidéo pédagogique? Sandrine Karam? Oui, justement, je voulais rajouter les choses. En parlant de typologie, les conseils, elles rejoignent ce que a dit Jeff tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on a mis en place des typologies de vidéos parce que quand on pense vidéo, on pense là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un enseignant devant une caméra. On a recensé, nous, à l'université, dans ce qu'on faisait, 25 sortes de styles de vidéos, ce qui amène aussi la créativité et de se dire, on peut faire autre chose. Je vais donner des exemples concrets parce que je vois, il y a des questions dans ce sens-là. Par exemple, on a travaillé avec une classe entière et pour un rendu de leur travail, eh bien, le rendu s'est fait sous forme petite vidéo, voilà, un petit clip. Ils ont dû scénariser un petit clip. Eux, ça les a mis en groupe. Ils ont fait un travail de groupe. Alors, c'est pas évident parce que c'est du distanciel. Il faut travailler ensemble. Comment ils ont scénarisé les choses. Voilà, il y a un rendu vidéo qui se fait. Et puis, avec une autre classe, on a travaillé sur des interviews. On en parlait tout à l'heure, Jeff. Comment on fait aussi une vidéo qui est juste, l'enseignant va dire, est-ce que vous pouvez aller filmer des interviews? Donc, les étudiants sont interactifs d'une autre manière, en fait. Ils vont produire, donc là, de produire de la ressource, mais il y a eu aussi des enseignants qui ont fait carrément des teasers de leurs cours.
Voilà, je parle un petit peu de format audiovisuel parce qu'il me semble que c'est important aussi d'expliquer ça et d'amener à faire des choses un petit peu comme ça, qui est de dire, voilà, la vidéo pédagogique, pour nous, elle n'est pas que en frontal et dans une discussion plutôt visio, elle est vraiment comment on peut scénariser. Et on est même participé sur un MOOC à faire des fictions, voilà, des petites vidéos de fiction qui font des introductions et qui amènent autre chose. Donc, bon, je pourrais en parler des heures, donc je vais arrêter. Mais voilà comment nous, on amène les choses dans l'établissement. L'idée, c'est de montrer aussi ce qui est fait par de l'exemple. Donc, essayer de mettre en valeur, donc nous, sur nos réseaux, nos sites, faire des moments de partage d'expérience. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire de plus en plus pour dire, ben voilà, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas évident, je pense, pour un enseignant de se dire, à chaque fois qu'on a un enseignant qui vient, il fait, ah ouais, on peut faire tout ça en fait. Non, enfin, nous on pensait faire une captation avec un PowerPoint, on peut faire ça, mais c'est génial. Après, il y a besoin d'un accompagnement. Et c'est pour ça que dans l'association Anstia, donc vous avez vu le descriptif, on s'occupe de ça, de former aussi nos collègues à des choses qui sont d'accompagner ou des techniques audiovisuelles. On accompagne aussi nos collègues pour ces formations, pour aider sur le terrain en fait, aujourd'hui, de plus en plus. Et une autre bonne pratique, c'est de scénariser, comme vous en parliez déjà. On a une question d'Emeline Faugère. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de réalisation de scénarios? Est-ce que vous auriez des petits conseils ou des petits points clés pour réaliser un scénario de cours? Est-ce que l'un d'entre vous connaît la question? Jeff? Peut-être si Jean-Pierre veut parler avant, comme je sais pas. En fait, simplement, pour moi, on revient au canevas pédagogique. Donc, quand un enseignant prépare sa leçon, son cours, il y a une fiche, un tableau, et c'est dans ce tableau qu'il doit prévoir les moments où il intervient, à quel objectif. Nous, on a développé une typologie il y a 17 typologies de production technique et il y a 12 typologies instructionnelles. Donc, quand on croise les deux, c'est un jeu de cartes. On peut se dire, bah, tiens, je veux par exemple faire un message d'accueil ou présenter mon cours. Quel type de typologie? Et je pense que simplement une grille qui détaille l'intervention du prof et ce qu'il attend de ses étudiants et la typologie média qu'il va utiliser, le message qu'il veut donner, son objectif, ça ne demande pas plus que ça. Et donc, je pense que c'est juste important de travailler avec des grilles de préparation, surtout au début, parce qu'après, l'enseignant sera habitué à le faire, donc ça va devenir un réflexe. Mais je pense qu'il faut écrire un peu, prévoir, planifier, une grille de planification, ça suffit. Et puis, quand on planifie, on se rend compte en fait de l'objectif du multimédia qu'on veut développer et comment on va le faire. Et après, nous, on partage pas mal ce que les profs font. Et cette semaine, on a une playlist qui va sortir sur la chaîne YouTube du CSE où on diffuse pas mal de conseils comme ça aussi. Donc, je pourrais vous donner. Alors, Jean-Pierre voulait réagir, je crois. J'en profite juste pour dire à nos intervenants de ne pas hésiter, en live, s'ils les ont, à partager les liens, soit vers les typologies, soit vers les chaînes que vous évoquez. Si jamais vous les avez pas sous le coude, on vous les redemandera à Campus Matin et on fera passer à l'ensemble des participants un mail avec le replay et puis les ressources que vous aurez bien voulu nous donner. Jean-Pierre. Pour enrichir le replay. Pardon. Totalement complété de ce que disait Jeff, il y a effectivement les typologies, il y a aussi la prise de conscience de la part des enseignants, je dirais de l'alignement pédagogique qui doit mettre en place, de la cohérence qu'il y a entre les objectifs annoncés du cours, la manière dont ils scénarisent leur cours par rapport à ces objectifs, et la cohérence aussi sur l'examen, ou les examens, ou le contrôle continu qui est mis en place, qui doit être aussi cohérent par rapport à ça. Il y a cette notion-là. Puis un autre élément à rappeler aussi aux enseignants, c'est la gestion du temps étudiant. Moi, j'étais très frappé de voir qu'au moment du confinement, il y a eu de la part des enseignants une volonté d'en donner trop, en fait. C'est-à-dire, en fait, ils avaient peur que les étudiants ne suivent pas le cours comme d'habitude. Donc, il y avait une surexposition des étudiants à plus de rendus, plus de choses à faire, mais le cours, il avait la même durée, etc. Donc, il a fallu qu'on les freine en disant, attention, le temps des étudiants, il n'est pas extensible. Prenez le temps étudiant comme étant les X heures correspondant à votre cours et c'est dans ces X heures que vous devez jouer sur les différents scénarios, les typologies dont parlait Jeff. N'en rajoutez pas et n'en faites pas en plus parce qu'autrement, c'est impossible pour les étudiants. Si tous vos collègues font la même chose, rendez-vous compte de la charge du côté de l'étudiant, c'est juste pas jouable. Il y a un aspect aussi qui se fait plutôt au niveau de la faculté. Au sein de la faculté, c'est la discussion qui doit se faire aussi entre les enseignants pour que, par exemple, tous les rendus de travaux ne soient pas en même temps.
Si les étudiants la même semaine doivent faire, comme disait Sandrine, des interviews, rendre des papers, et que tout ça s'est concentré les mêmes semaines, c'est très compliqué. Donc ça nécessite aussi, et ça c'est quelque chose qui était aussi peut-être nouveau pour certains, une plus grande discussion avec les collègues de manière à pouvoir se synchroniser dans le travail très macro que doivent faire les étudiants. Merci Jean-Pierre. Jean-Marie. Je voulais ajouter peut-être des petits conseils vraiment pratico-pratiques pour le coup sur la création, la production d'une capsule. Numéro 1, l'audio. Alors ça, c'est la base, la clé. Bien vérifier que l'enseignant vérifie bien le son parce que le cerveau réagit très mal à un mauvais audio, bien plus mal qu'à une mauvaise qualité vidéo. Donc la qualité audio est vraiment capitale. Le deuxième petit conseil, ce serait 10-12 minutes max pour la capsule. Pourquoi ? Parce que l'étudiant va décrocher si c'est beaucoup plus long. Bien que sur de la vidéo pédagogique, on ait beaucoup plus d'attention que sur de la vidéo marketing. Donc 10-12 minutes max pour l'attention de l'étudiant, et aussi parce que un conseil, ce serait quand même que les enseignants les fassent d'un seul coup, en one shot, leurs enregistrements. Parce que s'ils le font en plein de petits morceaux, ils essayent de prendre le meilleur de 3 prises, ça demande beaucoup de montage, et c'est assez contraignant, et on risque de perdre les enseignants dans la démarche. Alors qu'en fait, si on leur dit, faites court, mais faites-le d'une seule prise, ça va être beaucoup plus fluide dans la production. En tout cas, ça va accélérer la production. Et puis le dernier conseil, c'est l'enrichir pour captiver, parce qu'en fait, l'étudiant se lasse vite, et en fait, s'il a des ressources complémentaires, un quiz, des liens externes pour aller creuser le concept, finalement, il reste plus longtemps sur la vidéo. Oui, Jeff ? Une dernière ressource qui est un incontournable, c'est les 12 principes de Mayer. Donc, en fait, produire du multimédia pour enseigner, Richard Mayer, il a fait un magnifique bouquin il y a une quinzaine d'années là-dessus. On a résumé pour nos profs les principes de Mayer, parce qu'en fait, ils sont applicables aussi quand vous avez un support PowerPoint dans un amphi aussi. Et donc, parfois, les 12 principes de Mayer, déjà, si les profs les tiennent, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut appliquer dans pas mal de productions multimédia. Peut-être Jean-Pierre, parce qu'on est passé un peu vite là-dessus, en tout cas du côté de Sciences Po, là, vous aussi, vous avez multiplié les formats, les solutions, j'ai envie de dire, que vous proposez à vos enseignants. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu en tête justement ces différentes possibilités ? On se rend compte que là, pour le coup, les enseignants deviennent quasiment des réalisateurs au bout d'un moment. Hein. Oui, tout à fait. Alors, quand on prend la gamme complète des différents outils qui sont à disposition des enseignants, c'est de pouvoir s'enregistrer directement depuis chez eux, à partir de la solution intégrée à Ubicast dont parlait Jean-Marie, ou ce qu'ont fait certains de nos enseignants, parce que nous on utilise Zoom, s'enregistrer dans Zoom pour faire ces capsules vidéo et les récupérer après, parce que ça a été très utilisé pendant la phase de confinement pour faire des capsules. Aussi, comme je disais Jean-Marie, sur la qualité de l'audio qui doit être et après, donc, on a aussi une gradation de tout ce que les enseignants ont à leur disposition pour réaliser des vidéos. Donc, depuis les fonds verts dont parlait Jeff, on a donc des RapidMOOC, des systèmes RapidMOOC qui permettent de faire cela. On a RapidMOOC, Jean-Pierre, c'est quoi pour être concret ? C'est une solution française qui permet donc de s'enregistrer sur un fond vert et donc d'être vraiment en autoproduction. C'est-à-dire que j'arrive, j'appuie sur un bouton, ça démarre, j'ai mes transparents évidemment allégés et je peux les commenter en direct, et je repars avec ma séquence vidéo, mais qui est dans un format un peu plus léché, comme on a l'habitude de le voir dans une production, avec l'incrustation dans le fond, la possibilité de s'incruster même dans une vidéo pour l'enseignant. Donc ça offre déjà des choses beaucoup plus intéressantes. Mais en plus, on a quelqu'un qui est sur place, qui accompagne et qui aide pour gérer le micro, etc., pour que la qualité soit bonne. Ensuite, on a donc le studio dans lequel on a enregistré nos MOOC, c'est un petit studio de production, donc avec techniciens qui permettent de faire des séances avec évidemment tout l'environnement studio pour pouvoir l'enregistrer. Et on va jusqu'à maintenant un plateau vidéo avec 3 caméras qui sont des caméras 4K qui nous servent à la fois évidemment pour des cours, mais aussi
pour gérer des événements, gérer des webinaires, gérer aussi je parlais qu'on avait quand même 600 événements par an, parce qu'il y a des vidéos aussi produites pour des événements. Et on peut avoir des capsules aussi, hein, je parlais de ça, il y a des capsules pédagogiques, mais aussi des capsules vidéo qui sont faites parfois pour des événements, typiquement pour les journées portes ouvertes, qu'on a fait totalement en ligne. Certaines capsules, certaines interventions ont été faites sous forme de capsules, qui étaient soit disponibles avant, soit lancées pendant un direct. Donc cet aspect scénarisation de la vidéo, finalement, elle est centrée sur la pédagogie, mais on voit qu'elle aussi se diffuse ailleurs, dans les différents formats que l'on propose, que ce soit pour des conférences, des séminaires de recherche, mais également aussi, par exemple, pour des journées portes ouvertes. Et juste pour bien comprendre, quand vous produisez avec des solutions type RapidMOOC, ensuite, concrètement, ça va dans Ubicast, ça va dans votre système de pédagogique, votre LMS. On a deux systèmes à disposition des enseignants, Ubicast, et puis on utilise aussi la suite Google professionnelle, donc tous les enseignants ont des drives, et donc on a deux process qu'on leur donne qui sont sécurisés pour récupérer leurs vidéos, quel que soit le système qu'ils utilisent, hein, c'est pas Zoom ou autre chose, et après pour les intégrer, pour eux, en fait, même Ubicast, c'est très transparent pour eux, parce que pour eux, c'est intégré à Moodle, c'est ma chaîne dans Moodle, donc pour eux, c'est très très simple. Ils récupèrent leurs vidéos, ils les importent là, ils les rendent visibles, donc c'est très transparent pour eux. Et ils ont en fait, on avait d'habitude certains enseignants, ils ont cette possibilité de choisir entre les mettre sur un drive, puisque là on a des capacités de stockage qui sont assez limitées, et puis donc de les faire par Ubicast. Dernier petit point dans aussi les outils mis à disposition des enseignants, même si on est une université de sciences sociales, on a quand même des gens qui ont besoin d'écrire, que ce soit pour les langues vivantes ou les enseignants d'économie. Donc, on leur a donné aussi quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour intégrer de l'écriture manuscrite dans les vidéos que vous faites. Ça va depuis leur prêter des tablettes graphiques Wacom avec écran sur lesquels ils peuvent directement dessiner sur leur transparent, jusqu'à donc des dispositifs de type caméra banc-titre supplémentaire pour pouvoir montrer un objet ou pouvoir écrire directement sur une feuille, et puis jusqu'à aussi leur apprendre à dire, par exemple, dans Zoom, vous pouvez lancer une deuxième session Zoom avec votre smartphone, et vous utilisez votre smartphone pour capter si vous n'avez pas de caméra. Donc, on a des systèmes de prêt de matériel, mais aussi des petits kits pour leur dire, voilà, si vous êtes enfermé chez vous, voilà comment vous pouvez améliorer vos vidéos en mettant, par exemple, de l'écriture manuscrite dans vos slides. Je peux rebondir? Bien sûr, Sandrine. Oui, alors comme Jean-Pierre, à l'Université de Limoges, en fait, on a tous ces scénarios et c'est important de les dire, c'est-à-dire de passer de l'enseignant qui va faire sa capsule en synchrone ou voilà, sur des niveaux. Et après, moi, ce que je vois arriver là, c'est de plus en plus d'enseignants qui ont envie d'expérimenter du multicaméra par rapport aux besoins dont tu viens de parler, Jean-Pierre. C'est-à-dire, oui, il y a besoin d'un moment de passer sur l'écriture, un moment de montrer ce qui se fait, notamment dans un TP. Donc, nous, on a créé carrément un groupe de travail qui relie, et d'ailleurs autour de OBS, alors je ne sais pas si on pourra en parler tout à l'heure, OBS qui permet de faire du multicaméra. Nous, on l'intègre après dans le média serveur, donc via un streaming, et du coup, de plus en plus d'enseignants nous demandent de travailler avec… alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la différence? C'est qu'il peut, à un moment donné, avoir son écran, exactement, mais une personne, plus une démonstration, et lui, il va pouvoir réaliser, enrichir aussi ses vidéos, et de plus en plus, on voit cette montée-là. Donc, on essaye d'accompagner aussi ce besoin. Et dans la pédagogie, on en parlait aussi tout à l'heure, il n'y a pas que… les conférences font parfois partie de pédagogie, c'est-à-dire de plus en plus, dans leur pédagogie, les enseignants demandent aux étudiants de mettre en place des conférences, des webinaires. Et donc, nous, on a des plateaux et on est directement reliés avec le média serveur où on stream directement, soit sur YouTube, soit sur les deux. Ça dépend si c'est public ou pas. Et bien sûr, là, on est sur du multicaméra, mais on a besoin de ça. Et là, l'idée d'avoir toutes les amphis qui vont pouvoir faire ça. Donc, on va donner des possibilités, je pense, incroyables à nos enseignants. Mais il va falloir passer sur un gros système de formation et d'accompagnement. Et c'est aussi sur ça que faut en parler parce que
On a besoin aussi des personnels dans les universités pour accompagner tout ça. Voilà. Et on n'en est pas là au niveau des effectifs, c'est compliqué. Donc il y a cette chose-là qui est voilà, où on se bat aussi dans l'association Anstia, mais aussi dans les établissements. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Voilà, c'est pas simple quand même. Oui. On a besoin de monde quand même pour ça. Oui, justement, ma transition est toute faite sur la formation et l'accompagnement des professeurs. Alors, comment ça se passe et comment on essaie de les embarquer, eux, et également aussi les vacataires ou les intervenants extérieurs? Jeff Van Der Ploeg. Mais je pense qu'ici, nous, comme on est au centre de soutien à l'enseignement, c'est clair que c'est vraiment notre mission de former les profs à ces usages. Donc nous, en fait, déjà, quand on accompagne un prof, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne l'emmènera pas là où il ne veut pas aller. Donc je pense que, comme l'expliquaient tout à l'heure Sandrine et Jean-Pierre, il faut leur montrer qu'on a un éventail de services qui va d'une chose assez simple. Donc il ne faut pas dire non à un prof qui demande un acte technique, un soutien simple. Et il faut être là aussi pour la personne qui demande du multicam et des choses complexes. Donc je pense tout d'abord, il faut montrer qu'on est ouvert et qu'on ne juge pas, même si les besoins sont assez minimes. Il y a encore des profs chez nous qui ne savent pas lancer un Zoom, et c'est normal. Et donc mettre à disposition à nos étudiants moniteurs pour l'accompagner la première fois, ce sont des choses qu'on fait. Mettre à disposition, on demande toujours aux profs, quand ils utilisent une salle Ubica, s'ils souhaitent la présence d'un de nos étudiants moniteurs lors de son premier cours, pour le rassurer. On fait des tutos qui sont assez visuels. Et puis, durant tous les semestres et les intersemestres au CSE, on a organisé près de 150 webinaires autour du numérique et qui ont été suivis par plus de 500 profs. Et donc, presque 5000 inscriptions. Et donc, il faut aussi qu'on se dise qu'il y a des webinaires qu'on peut mettre en place d'1 heure, 1h30, qui touchent des thématiques en lien avec le multimédia, la scénarisation d'un enseignement commodal, les principes d'un bon multimédia pédagogique. Et donc, en fait, c'est une multitude de choses qui est là en soutien. Nous, on ne fait pas de différence parce que c'est un prof ordinaire, un vacataire ou un prof invité. Tout le monde est bienvenu, ou un assistant surtout. Et donc, si vous voulez, notre soutien, il y a un pôle helpdesk étudiant qu'on a formé qui est là, un pôle d'experts qui donne des webinaires et qui propose de l'accompagnement aux profs, et puis une infrastructure assez solide avec des guides, énormément de guides et tutoriels pour qu'on puisse justement avoir l'information en permanence. Donc, ça demande un gros travail d'ingénierie pédagogique, ça demande, comme les collègues l'ont souligné, qu'on soit extrêmement, on n'aime pas le mot, mais optimiser nos ressources, qu'on n'en avait pas au départ pour faire tout ça. Donc voilà, l'idée c'est, je pense, des formations qui sont là, des accompagnements dans un spectre très large, des infrastructures qui sont là pour aider, et puis des guides et des ressources à disposition. Juste pour bien comprendre, Jeff, vous êtes combien dans votre établissement là, pour on a vu apparaître tout de suite la question des moyens en France, hein, Sandrine l'a aussi évoqué. On va essayer de comparer un petit peu. Alors pour le CSE, pour l'accompagnement pédagogique en global, hein, de tous les 4500 enseignants, on a 3 conseillers pédagogiques. C'est pas surdimensionné. Non, c'est pas pharaonesque, non. Le helpdesk étudiant, c'est l'équivalent d'un équivalent temps plein pour tout ce qui est captation et vidéo. On a 2 réalisateurs à mi-temps pour la production pro, donc on fait 300 prods par an avec 2 mi-temps de réalisateurs et 1 mi-temps de graphiste. Et puis on a pour l'accompagnement, alors à Lausanne, dans les facultés, il y a des ingénieurs pédagogiques qui sont là pour faire le travail de proximité. Mais nous, au niveau central, on a un équivalent temps plein et demi pour faire ça, en gros. Donc, ce n'est pas des ressources énormes, mais c'est pour ça qu'on doit être un maximum efficient et investir beaucoup dans les guides. À Sciences Po, Jean-Pierre, et puis puisque vous vouliez réagir. Ouais, tout à fait. Déjà, j'insiste totalement sur tout ce que disait Jeff au niveau du dispositif. Donc, beaucoup de guides. Il y a eu un gros travail des équipes pour réaliser des guides. Travail commun, nous on avait la chance à Sciences Po de mettre en place l'Institut des compétences et l'innovation en janvier 2020, donc juste avant la pandémie, pour regrouper les différentes équipes. Donc, on a à la fois les ingénieurs pédagogiques, les équipes audiovisuelles et des équipes chargées aussi d'ingénierie des programmes qui sont dans la même équipe. Donc en tout, c'est une trentaine de personnes, mais au niveau ingénieur pédagogique, c'est 2 personnes, 6. Et au niveau de la vidéo, c'est une dizaine de personnes. Mais qui s'occupe aussi de toute l'installation et de tout le parc audiovisuel et des chantiers qui continuent, puisqu'on ouvre un nouveau site à la fin de l'année, donc ils sont aussi sur ces aspects-là, ils ne sont pas que dédiés à la production vidéo. Beaucoup d'interactions aussi avec d'autres collègues, notamment avec la DSI. Nous, on a mis en place avec nos collègues de la DSI de l'accompagnement au niveau des salles, un help qui peut dispatcher après les questions des enseignants. Je suis tout à fait d'accord avec Jeff, le fait que
Les assistants pédagogiques, former les assistants pédagogiques, à aider les enseignants peut être un point important. Puis on a des enseignants de niveaux très très différents qu'il faut accompagner et il faut pouvoir gérer ces différents niveaux, ça c'est une difficulté. En tout cas, la production de ressources, la production aussi de capsules vidéo de la part des équipes à destination des enseignants, c'est-à-dire qu'il faut s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on propose aux enseignants, c'est des moments de direct, mais aussi des capsules vidéo, c'est des guides, et leur donner en fait une structure et de découper en fait les formations qu'on avait avant en formations plus petites, plus ciblées, de manière à avoir une panoplie qu'on peut déployer plus facilement. Sandrine, vous voulez revenir sur les moyens dont vous disposez et puis sur ces différents points? Oui, je veux bien. Nous, en centrale, donc au Media Lab, moi, je suis référente du Media Lab, mais je suis aussi directrice adjointe d'un service de 15 personnes. Dans cette direction, il y a donc une cellule de conseil et d'accompagnement en pédagogie, mais leur mission principale, c'est d'accompagner les enseignants sur la PDC, l'approche programme, approche compétence. Donc, c'est pas leur mission première d'accompagner dans la transition. Enfin, voilà. Donc, en plus de ça, on a pas mal de personnel. Donc, ces personnels-là sont aussi issus d'un projet NCU. Donc, voilà. Donc, c'est des personnes qui sont sur un projet spécifique. On ne peut pas utiliser les ressources. Voilà. Donc, on a quand même travaillé sur un réseau d'ingénieurs pédagogiques. On a travaillé sur une cellule de continuité pour essayer de faire les choses. Mais en production, donc audiovisuelle dans le Media Lab, il y a ma collègue technicienne Estelle Pereira. Et puis, notre collègue Guillaume, qui est technicien audiovisuel aussi, mais qui s'occupe d'un autre projet. Donc, voilà, 2 personnes, plus de 300 ressources par an. Et on travaille donc avec des services civiques qui nous aident, alors un petit peu comme Jeff, et on avait des contrats étudiants qui nous aident aussi dans tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la structuration, on dit production multimédia, il faut trouver des moyens de le faire d'une autre manière aussi, quoi. Et Jeff, Jean-Marie, vous nous faites signe si vous souhaitez réagir. Hein. Juste une toute petite précision, parce que Jean-Pierre, il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Nous, on n'aurait jamais pu accompagner les profs dans la production de ressources multimédia sans un centre informatique, qui est l'équivalent de la DSI en France, et le service Unicom qui équipe les salles. Et donc, dès que la crise est apparue, ce sont des cellules de crise qu'on a créées avec ses collègues de direction. Donc, moi, je suis directeur adjoint au CSE. Et donc, en fait, c'est important de se faire en cellule de crise systématique et de se concerter. Nous, on se voit chaque semaine avec la direction du management technique des salles, chaque semaine avec la direction du centre informatique et la partie réseau. Et donc, c'est cette connivence, cette cohésion-là qui a fait qu'on a réussi à faire un travail assez miraculeux et aussi, évidemment, la bonne volonté des profs. Alors, il y a un tableau noir côté enseignant que je verrai peut-être plus tard, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais en tout cas, c'est vrai que Jean-Pierre a mis le doigt sur un truc hyper important. Il a fallu vraiment une cohésion extrêmement importante de tous les services impliqués pour que ça marche. Alors, on a une question du public. Jean-Marie, si vous voulez réagir, allez-y. Oui, très vite, parce que je ne peux pas commenter spécialement les tailles d'équipe, etc. Ce n'est pas mon rôle ici. Par contre, juste sur la cohésion avec la DSI, nous, on le vit au quotidien parce que quand on travaille à un média qui s'appelle la vidéo, c'est un média extrêmement lourd qui prend de la bande passante, qui prend beaucoup de ressources serveurs, etc. Et du coup, il y a toujours un impact sur les réseaux, sur les serveurs. Et du coup, la DSI, l'avoir dans la boucle et bien communiquer avec, c'est super important. Et on l'a vu en début de confinement avec toute la migration sur les solutions numériques. Il y a eu un énorme impact, que ce soit sur les infras des LMS, sur les infras de la visio, pour ceux qui sont en Big Blue Button, qui l'hébergent par exemple, etc. Et donc avoir une forte relation avec la DSI, c'est s'assurer sa continuité pédagogique. Et oui, donc justement, cette croissance de la vidéo qui demande donc de plus en plus de stockage, comment est-ce que vous assurez du stockage? Est-ce qu'il y a un risque à la OVH? Et est-ce que vous prenez en compte les considérations écologiques dans vos recommandations de durée de vie des vidéos? Oui, je veux bien introduire sur ce sujet. Alors, chez Ubicast, la plateforme vidéo, elle peut être déployée de 2 manières, soit sur l'infrastructure de notre client, soit sur un cloud qu'on infogère chez Ubicast. Dans le cadre de l'infrastructure de nos clients, on a des services pour les accompagner, on a une solution de backup pour être sûr qu'on puisse restaurer une image de la veille, etc. Et quand c'est sur notre cloud, c'est à nous qu'on délègue cette charge-là.
Alors, OVH, ça peut arriver. Hein. Je crois que juste avant le week-end, c'est Instagram et WhatsApp qui a eu un bug pendant 1 heure. Donc, c'est le groupe Facebook qui a eu un problème. Il y a un mois, c'est Google qui a été out pendant 1 heure aussi. Google. Là, malheureusement, c'est tombé sur OVH il y a 10 jours. Ça peut arriver. Ensuite, je pense que c'est... bon, nous, on a de la chance, on n'a pas été impacté. Ceci étant dit, c'est aux éditeurs comme Ubicast d'avoir une stratégie et de pouvoir anticiper ces problèmes-là. Et donc, nous, ce qu'on a déjà aujourd'hui, c'est une grosse partie des backups de nos clients sont déjà sur des data centers différents des serveurs de production. Comme ça, si malheureusement un incident comme ça arrivait, on pourrait déjà restaurer l'image de la veille. Bon, après, ça nous a quand même mis la puce à l'oreille et je sais que l'équipe travaille d'arrache-pied pour avoir une vraie sécurisation encore un cran plus loin que ça. Et dernier point sur l'aspect environnemental, j'ai vu la question passer tout à l'heure, c'est intéressant parce que oui, on l'a dit, c'est super consommateur de tout, la vidéo, bande passante, stockage, etc. La course à tout stocker, je suis pas très fan parce que j'ai une âme de citoyen aussi, d'éco-citoyen, et on le voit pas, on dit c'est dans le cloud, mais si, c'est des data centers comme celui d'OVH qui a cramé il y a 10 jours. Derrière, c'est de la consommation d'électricité, c'est enfin tout plein de choses. Moi, ce que j'ai vu comme stratégie dans certains établissements qui m'ont beaucoup plu, c'est de dire des cours académiques qu'on numérise, on les garde 2 ans et puis au bout de 2 ans, on les supprime. Et donc, il y a une politique d'auto-effacement après 2 ans pour être un peu responsable sur cette logique de stockage. Et puis, par contre, il y a des contenus qu'on peut garder, mais plutôt des petites capsules courtes qui sont intemporelles, atemporelles, parce qu'elles ont la même valeur aujourd'hui ou dans 10 ans, sur le contenu qu'elles présentent, mais il faut les garder courtes. Et donc, sur le stockage massif, quand on stocke des replays de classes virtuelles ou d'amphithéâtre, avoir cette logique de se dire, de toute façon, d'ici 12-24 mois, on va la supprimer. Parce que d'une, ça va pas remplacer le cours du prof, et ça peut être de nature à rassurer les enseignants, qu'on n'est pas là pour vider leurs amphis ni les enregistrer pour ne plus faire appel à eux après, mais avoir cette logique de responsabilité numérique par rapport à ces aspects-là. Et chez les intervenants, oui, vous en êtes où en termes de stockage? Je vois que Jean-Pierre Berthet veut réagir. Moi, je voulais réagir à ce que disait Jean-Marie sur la responsabilisation par rapport aux aspects environnementaux. Hein. Nous, la politique, elle est claire. Donc, c'est les enseignants qui sont responsables de leur contenu et on leur a dit clairement, pour le semestre qui s'est terminé, on leur a dit toutes les vidéos qui sont stockées sur le média serveur d'enregistrement de cours vont être supprimées, sauf celles que vous nous indiquez qu'il faut absolument garder. Notamment les capsules qui sont réutilisables, comme disait Jean-Marie. Donc, la logique, c'est on efface tout, vous nous dites ce que vous devez garder. Et ça, c'est la première fois que vous le faites ou est-ce que vous le faites tous les ans? Non, c'est la première fois qu'on le fait. Avant, on était quand même sur des volumes qui étaient encore jouables. On enregistrait surtout des grands cours que l'on gardait, et donc avec un data asset management qui est géré par la bibliothèque chez nous pour garder des traces historiques, etc. de certains cours. Mais ça on demande ces choses qu'on conserve. Mais là, c'est devenu tellement massif, finalement, sur l'ensemble, notamment des vidéos de cours qui ont été enregistrées, parce que c'est nécessaire aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais avec 49% d'étudiants étrangers, vous avez des étudiants qui sont en Australie, ils sont bien contents d'avoir des replays de cours parce qu'ils n'ont pas pu assister aux cours à 3 heures du matin. Mais ça, on ne peut pas les conserver à vitam aeternam parce que c'est énorme en termes de grosso modo, nous, on est à 3 Tera tous les 15 jours à peu près. Enfin, en moyenne, c'est 3 Tera qui s'accumulent tous les 15 jours. Donc, il faut absolument vider tout ça. Et donc, la logique qu'on dit aux enseignants, vous êtes responsables, on efface et vous nous dites ce que vous devez garder et ce qui est pérenne. C'est ça la logique qu'on a choisie. À l'Université de Lausanne, comment ça se passe? C'est la même technique. Alors nous, à Lausanne, on est un des seuls sites européens qui est une université de 1000 watts. Donc la durabilité chez nous, elle est inscrite dans notre programme de direction depuis 5 ans. Donc on fait très attention à ça. Alors l'explosion numérique qu'on a connue au niveau du média serveur nous amène à avoir 60 Tera de données actuellement presque. Et donc c'est clair qu'on est en train de mettre en place, comme Jean-Pierre l'a mentionné, une politique de suppression. Le principe, nous, c'est une suppression annuelle aussi. C'est-à-dire que les enregistrements de cours dans les amphis sont des actes
d'enseignement. On aura une politique post. Il y avait une très belle question dans le chat sur qu'est-ce qu'on va faire après. Donc nous, la captation, elle sera maintenue après pour l'enregistrement des cours, pour d'autres usages pédagogiques intéressants, notamment clairement déjà la diversité des publics. Enregistrer des cours, ça reste quelque chose qui est le plus universel possible pour des étudiants en difficulté, il y en a beaucoup, et donc je pense qu'on va le garder. Par contre, systématiser l'effacement de ces enregistrements-là de manière annuelle, c'est ce qu'on fera. Et puis, comme le dit Jean-Pierre, mentionner systématiquement aux enseignants dans leur chaîne de nous signaler les vidéos qu'ils ne veulent pas qu'on supprime. Donc on va vers nous aussi vers une remise à zéro de ces data centers qui sont hébergés chez nous aussi. Donc on n'a pas le problème OVH puisqu'on héberge tout en local. Ok, Sandrine Karam, vous en êtes où de cette réflexion et quel est votre usage idéal de la vidéo dans un contexte de retour à la normale? Donc là, mes collègues de la DSI, ils se chargent de ça et du coup, c'est vrai que l'articulation, je reviens là-dessus, c'est vrai qu'elle est très importante. Et je remercie Jean-Pierre et Jeff, ça va nous donner des petites idées, quoi, je pense, d'éliminer chaque année. Peut-être j'en parlerai au DSI parce que c'est une question qu'on est en train de se poser. On était plutôt partis, nous, sur la responsabilisation de chacun. C'est-à-dire, on partait du principe où, voilà, chaque fois, on leur donne, on leur dit, vous avez votre chaîne, à vous de trier chaque année, mais peut-être qu'il faut aller jusqu'à une remise à zéro. Enfin, d'après ce que vous dites, que ça marche peut-être mieux de dire, voilà, on élimine et mettez de côté. Donc, voilà, je ferai remonter peut-être l'utilisation. Et puis, la deuxième question, Marine, c'était pour après, qu'est-ce qui va se passer, c'est ça? Voilà. Comment est-ce qu'on utilise la vidéo? Toujours dans un... Mais comme je dis, nous, on avait déjà cette mise en place au niveau du Media Lab. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment il va y avoir l'articulation justement entre les DSI, entre ces enseignants qui auront appris des nouvelles pratiques et comment, mais là, je vois dans les questions, c'est comment on peut appréhender la pédagogie, c'est quelle est la place qu'on veut bien mettre à la pédagogie dans l'université. Et je pense que ça, c'est la vraie question, à un moment donné, de se dire, voilà, est-ce que du coup, il y a une place pour les enseignants pour faire de la pédagogie, pour prendre ce temps qui est important. Voilà. Et puis derrière, comment aussi savoir qu'il y a des équipes audiovisuelles qui sont en place, qu'il y a des personnes qui accompagnent, chacun dans leur métier et qui peuvent co-construire ensemble. Et voilà, de savoir qu'ils peuvent faire appel à eux. Et du début du projet, nous, on avait une petite phrase d'accroche, c'était voilà, du début, on vous accompagne, comme disait Jeff, de n'importe quel besoin jusqu'à la fin de votre projet et de leur donner ces outils, ces canevas, ces méthodologies en fait de travail collaboratif, du coup, de pouvoir écrire ensemble des scénarios. Et donc, on est là vraiment en accompagnement des enseignants et j'espère que ça va donner des idées, quoi. Ça va porter. Oui, donc si je résume, en fait, il y a deux types de vidéos. Il y a les vidéos où les enseignants se filment qui ont vocation plutôt à être refaites tous les ans et donc supprimées tous les ans. Et il y a deux types de vidéos qui sont donc plus scénarisées, plus pensées. Et dans ce cas-là, quelle est la durée de vie de ces vidéos-là? Comment faire pour que ça demande un certain travail, donc pour que ça ne soit pas périmé, entre guillemets, au bout de 2 ou 3 ans? Voilà, quels sont vos conseils? Jeff, peut-être? Oui, en fait, il faut distinguer deux choses. Il y a la captation de cours et le multimédia pédagogique. Et c'est comme ça que nous, on les explique aux profs. La captation de cours, c'est le prof qui donne un cours classique qu'on enregistre pour des usages a posteriori. En période Covid, ça peut être diffusé en live pour ceux qui ne savent pas venir parce qu'ils sont à l'étranger ou autre. Mais la captation de cours, c'est un moment intime de cours entre des étudiants et un prof. Et c'est pour ça que nous, ça n'a pas lieu d'être pérennisé au-delà de l'année académique en cours, parce que c'est un moment, on pérennise ce moment pour que l'étudiant puisse revenir dessus. Par exemple, la captation, les avantages, ils sont les suivants. Un, pour les étudiants non natifs au niveau de la langue, ça permet un retour sur les cours et une meilleure compréhension. Pour les étudiants qui viennent de milieux socio-économiques qui ne sont pas habitués à l'enseignement universitaire, c'est important la première année aussi, dans la transition université-enseignement secondaire, de pouvoir justement revenir sur des cours, revenir sur ses prises de notes, mais avec une éducation à l'étudiant à faire, pour ne pas qu'il consomme, comme le disait Jean-Pierre, des heures de cours comme une série en binge. À côté de ça, il y a le multimédia pédagogique. Le multimédia pédagogique prend du temps d'écriture pour le prof, il a une durée courte, parce qu'on est dans des capsules de 5 à 10, 12 minutes, et il touche des points essentiels de la science qui ne sont pas amenés à être révolutionnaires
ou à être bougées, on va dire, dans le temps, tout le temps. Ces capsules-là demandent plus de temps de production, plus de temps d'écriture, et donc elles ont vocation à servir aux cours en ligne de soutien, elles ne sont pas là pour remplacer les cours en présentiel. Et donc, ces capsules-là, comme elles demandent plus de temps d'écriture et de préparation, c'est normal qu'elles soient pérennisées plus longtemps et que le prof puisse s'en servir sur 4, 5, 6 années, puisqu'elles ne sont pas contextualisées dans un groupe classe précis. Peut-être pour Jeff et puis pour les autres, je veux rebondir sur une question qui a fait une remontée là en nombre de votes assez impressionnante, donc ça doit intéresser tout le monde. C'est de la propriété intellectuelle. Ça va un peu avec cette question de la durée de la conservation, mais aussi, et je me demande si c'est pas à ça que vous faisiez référence tout à l'heure, Jeff, à la question du partage, la mise en accès au-delà peut-être d'un petit groupe d'étudiants de ressources pédagogiques. Donc peut-être Jean-Pierre, puisque vous avez levé la main le premier, mais j'aimerais entendre tout le monde là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs aspects derrière le droit. En fait. Il y a le droit de qu'est-ce que l'enseignant peut utiliser en termes de droit, en termes de ressources, y compris dans les visuels qu'il apporte. Donc, il y a aussi d'éducation à qu'est-ce que j'utilise dans mes supports et le droit de montrer un certain nombre de choses. Donc là, on est beaucoup aidé par notre bibliothèque où il y a une personne qui est spécialiste de la gestion des droits à l'image, par exemple, et qui permet de donner aux enseignants accès à des banques d'images, soit publiques, soit privées, mais sur lesquelles on a acheté la possibilité pour les enseignants de les récupérer pour que les ressources soient propres, je dirais, de manière juridique. Après, il y a toute la question, effectivement, du droit à l'image qui s'est beaucoup posée, notamment pour nous, pour les contractuels. Quand vous avez un avocat qui vient donner un cours, quand vous avez qu'est-ce que vous allez faire de ma vidéo? Quel est mon droit à l'image? Et là, il a fallu beaucoup les rassurer pour dire attention, vous restez totalement propriétaire de vos droits. C'est-à-dire que nous, on propose de les stocker et pour la durée que vous voulez, mais c'est vous qui êtes propriétaire de ce que vous faites. On a même eu des personnes, des intervenants qui ont des structures à côté qui nous ont dit mais moi, je trouve que la vidéo que j'ai faite pour mon cours, elle est très intéressante. Est-ce que je peux l'utiliser par ailleurs dans mon contexte professionnel autre? Ah oui, la vidéo, elle est à vous. Donc, il faut extrêmement les sécuriser, les rassurer sur leur droit à l'image, qui est différent des enseignants-chercheurs qui relèvent d'une autre législation. Mais pour les intervenants extérieurs, les rassurer énormément sur les droits à l'image et d'avoir des politiques très claires de droit à l'image lorsqu'on les fait intervenir. Très clair aussi sur les intervenants qu'ils font intervenir. Je parlais tout à l'heure de faire venir des collègues et des collègues invités qui viennent créer des capsules. On a des formulaires de droit à l'image qu'on a mis en place, y compris pour que demander à un collègue d'intervenir dans votre vidéo, eh bien, il faut que le collègue soit d'accord pour que cette vidéo soit retransmise pour un groupe donné, dans un contexte donné, et pas dans un autre contexte. Donc, tout ça doit être clairement expliqué. Et on a eu des besoin de mettre ça de manière beaucoup plus forte avec notre service juridique, parce qu'on avait effectivement un certain nombre d'enseignants qui nous disaient attention, moi je ne viens pas enseigner si je ne suis pas garanti par rapport à ça. Ça, c'était très important. Jeff et puis Sandrine là-dessus. Peut-être Sandrine, allez-y, comme on respecte le tournus. En fait, la même chose, on est en train de définir plus clairement ce cadre juridique, mais en fait, nous, avec le couplage Moodle-Ubicast, l'avantage, c'est avec du LTI, l'accès aux médias, il est assez facilité. Donc, les vidéos, nous, ne sont visibles que... C'est quoi du LTI? Pardon, Jeff, du LTI. Le LTI, c'est un protocole d'authentification. Ça veut dire qu'en fait, les droits d'accès aux vidéos, on ne les paramètre plus dans Ubicast, ça pourrait être plus long, ils reprennent ce qui est donné à Moodle. Et donc, dans Moodle, si j'ai, par exemple, mon cours de sciences économiques pour les bacheliers 1, dans mon espace Moodle, je mets ma chaîne Ubicast et j'ai mes étudiants qui sont inscrits. Mais les étudiants, quand ils vont sur Ubicast, automatiquement, on sait qu'ils font partie d'un groupe B1, enseignement en sciences économiques. Et donc, quelque part, ça nous garantit que seuls les étudiants inscrits au cours ont accès aux vidéos. Donc, ce truc-là, ça rassure pas mal les enseignants. Un truc un peu bête, mais quand on a mis les caméras dans les salles, on a vraiment fait attention qu'elles pointent maximum au premier rang, pour ne pas prendre la salle non plus, parce que là, il y a les étudiants qui apparaissent aussi. On a expliqué aux enseignants aussi que, comme on prenait la scène des grands amphis, les étudiants qui avaient l'habitude chez nous à la pause de venir poser la question sur la scène aux profs, on leur a dit qu'ils rentraient dans le cadre aussi. Donc, toutes ces petites choses-là aussi, on leur dit, écoutez, voilà, vous savez que cet endroit-là, il rentre sur les caméras. Si vous choisissez vous-même
d'y entrer, vous ne pouvez pas nous demander après de vous retirer puisque vous le faites de manière volontaire. Et puis les droits d'auteur, il faut considérer la captation et la production multimédia comme de la production de supports de cours classiques ou de livres, et c'est les mêmes principes qui sont appliqués au niveau juridique chez nous. Et Sandrine, sur ce point? Oui, alors sur ce point, en fait, Ubicast est très bien fait, parce que justement, il y a plein d'options, donc ça va sécuriser aussi les enseignants. Donc, je ne vais pas revenir sur ce point. Par rapport au fait que aussi, on n'a pas parlé de l'accessibilité, mais nous, ce qui sensibilise aussi les enseignants, c'est que, on en parlait tout à l'heure, quand une capsule ou un cours, on parle juste là, un cours est en ligne, mais ça peut aussi être sous-titré ou être accessible pour des étudiants en situation de handicap. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Donc là, du coup, on est sur autre chose. Donc les enseignants, ils commencent à voir aussi la pertinence. Et l'idée, c'est pas de remplacer. De toute façon, l'enseignant, il ne se remplace pas puisque c'est un moment de vie. Donc on essaie d'appréhender ça. C'est-à-dire quel moment. Quelle est la place du moment de l'enseignant? Et on a fait des enquêtes, je vais revenir juste vite fait là-dessus parce que je sais que le temps est court. On a fait des enquêtes auprès, nous, des étudiants. On a un projet justement où on a regardé, mais par rapport au Covid, comment ça s'était passé. Et en fait, ils ont besoin d'avoir des moments d'interaction. Et jamais ils ont envie de remplacer l'enseignant. C'est juste qu'en fait, dans la pédagogie, de pouvoir avoir une interactivité, ça leur a plu, mais jamais ils veulent remplacer un enseignant par un cours comme ça en distanciel. Juste pour finir là-dessus, quoi. Juste une question à vous tous là qui me vient au fur et à mesure en vous entendant. À la fois, il y a l'idée qu'il faut en produire beaucoup des vidéos, qu'il faut qu'elles aient une durée de vie finalement assez courte, mais qu'on peut les enrichir pour en faire un document qui n'est pas juste un contenu qu'on délivre. Est-ce que là, il n'y a pas un peu des contradictions, des injonctions contradictoires auxquelles sont confrontés les enseignants? Faire très léché, mais foncez, allez-y. Voilà. Comment vous gérez ça? Jeff, oui, pardon, je vous ai mis à l'image, mais je vous ai pas. Allez-y, Jeff, pardon. Peut-être qu'il faut revenir dans une. Imaginons, il faut penser un peu. On revient dans une situation normale. La captation de cours ne demande pas, enfin si la scénarisation est un peu différente, mais ne demande pas un grand effort du prof. Il est capté en situation habituelle, il est à l'aise devant des étudiants qui le discutent. Par contre, comme l'a dit Sandrine, et je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, il existe beaucoup de littérature sur les avantages de la captation et de l'enregistrement des cours pour un grand nombre de publics étudiants. Et là, on touche aussi tout ce qui est design universel. Donc, on sait qu'en captant les cours, ça demande une infra technique, ça ne demande pas un gros effort au prof, mais ça a des plus-values extrêmement intéressantes sur des publics cibles extrêmement importants. Donc là, je pense que c'est un objectif pour un type de production. L'autre, c'est de se dire, quand vous enseignez dans des scénarios hybrides, vous avez besoin de figer du contenu pour qu'il soit disponible à des moments T particuliers, des concepts, on appelle ça des bottlenecks dans la littérature, des concepts complexes sur lesquels les étudiants butent chaque année. Si sur ces concepts, les profs produisent la vidéo, ça demande du temps, ça demande de la qualité, mais cette vidéo sera tout le temps disponible au moment où l'étudiant en a besoin. Donc, ce n'est pas le même objectif pour moi. Donc, produire des essentiels de cours de qualité qui sont destinés à être de la production de savoir comme un livre ou autre chose, et puis accepter un enregistrement de cours. Alors maintenant, avec le Covid, le problème, c'est qu'on est entre les deux. On est dans une situation où on doit quand même produire des contenus de cours assez rapidement parce qu'on n'a pas la possibilité de les faire en classe. Et donc, je pense qu'il faut plus entrevoir cette question-là face à la situation du futur. La vidéo n'est pas destinée, pas du tout, à supprimer le présentiel. Il y a quelque part, après la période enchantée où le numérique a sauvé le monde, maintenant le numérique est responsable de notre absence sur les campus. Donc, il y a un retour de bâton qui est assez amusant. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Et il faut simplement viser une intégration intelligente du numérique dans l'enseignement. Et donc, du coup, une intégration intelligente de la vidéo dans son enseignement pour des objectifs clairement définis. Là-dessus, des réactions? Peut-être Sandrine, oui, allez-y. Alors là, moi, 100% d'accord avec ce que tu dis, Jeff. C'est toujours l'objectif. Il n'est pas question de produire pour produire. Voilà, c'est toujours la même question. C'est-à-dire, à un moment, qu'est-ce qu'on produit? Là, on a pallié à des choses. Donc, il faut que tout soit capté. Notamment, on a mis en place des choses pour faire du comodal. Il n'empêche que dans nos établissements, on travaille de plus en plus sur la FTLV, formation tout au long de la vie, et qu'il va falloir se poser quand même ces questions de comment des personnes qui sont en emploi vont pouvoir, donc à des publics, d'autres publics,
Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui avec le travail autour de l'approche compétences dans les plaquettes de formation à réfléchir. Et c'est pour ça que c'est très relié que nous, dans notre service, on a des conseillères pédagogiques qui travaillent sur cette approche compétences qui va forcément transformer la pédagogie de demain. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas que le Covid, quoi. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et le média est vraiment là pour accompagner, donc avec les services audiovisuels dédiés et les conseillers pédagogiques qui travaillent tout ça. Et je pense que demain, c'est travailler intelligemment, à quel moment on met telle ou telle ressource, c'est pas de faire pour faire, en fait. Enfin, il me semble que c'est Un mot important. peut-être Pardon Sandrine, peut-être un mot parce que là aussi on vous entendra expliquer ces collaborations. Je pense à une question à laquelle on n'a pas répondu dans le chat, qui était la question finalement de faire de la technique quand on est un ingénieur pédagogique. Là, il n'y a pas un peu parfois une tension, une contradiction dans les missions? Alors oui, déjà, il y a plusieurs niveaux. Il y a des tensions qui arrivent dans tous les côtés. C'est-à-dire qu'après, les audiovisualistes se sentent démunis de leur fonction d'audiovisualiste. Donc là, évidemment, mais là, dans Ostia, c'est le sujet où on essaye justement de regrouper. C'est important de faire discuter les ingénieurs pédagogiques avec les audiovisualistes. Et du coup, il faut aussi qu'on prenne en compte que dans les établissements, il y a besoin de ces deux métiers, en fait, ces deux métiers différents. Et après, la technique, ça dépend jusqu'où on va. C'est-à-dire que on n'est pas un audiovisualiste ne va pas être professionnel de la pédagogie et un ingénieur pédagogique ne va pas être professionnel de l'audiovisuel. Mais comment les deux publics peuvent appréhender les métiers des uns et des autres et de savoir un minimum travailler ensemble. Je ne sais pas, Jeff, toi qui viens de l'audiovisuel, tu travailles maintenant avec des ingénieurs pédagogiques. Il faut que les personnes arrivent à travailler et donc à avoir connaissance aussi du métier de l'autre, il me semble. Oui, et puis je pense qu'il y a des silos qui n'existent plus. Donc moi, je suis un ancien ingénieur pédagogique moi-même, et puis je me suis spécialisé dans les MOOC. Je suis revenu à un truc plus généraliste. Donc je pense qu'il n'y a plus de silos. Je pense que c'est important dans le spécialiste du média fasse un peu de la pédagogie, et c'est important que notre pédagogue ou notre conseiller pédagogique ou ingénieur pédagogique comprenne le métier aussi qu'il y a derrière. C'est important parce qu'à ce moment-là, on évitera le fait de cette fameuse maxime. Si c'est possible, c'est que ça existe, vous voyez. Et on a parfois des demandes abracadabrantes qui arrivent de gens qui réfléchissent. Et je pense que plus on connaîtra cet abaissement des silos et cette coordination aussi, plus on aura des gens qui auront des casquettes qui auront des casquettes dominantes, mais des couleurs multiples. Oui, alors attention, ça peut faire peur aussi à nos collègues qui ont aussi pas forcément, qui peuvent avoir l'impression c'était un peu la question, que ce soit un ingénieur pédagogique, on lui demande de faire de la technique ou un audiovisualiste, de dire voilà, mais moi j'ai une spécificité, comment je peux la mettre au service de. Donc ça va dépendre aussi des ressources qu'il y a dans chaque établissement et de comment les ressources peuvent être coordonnées, utilisées, bien sûr. Si on peut travailler avec un réalisateur multimédia, un graphiste, après il y a un ingénieur pédagogique et puis quelqu'un qui capte le son, voilà, c'est super. Mais je ne suis pas sûre, malheureusement, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à montrer. C'est-à-dire la production de ressources, comme on l'entend, on a parlé de 2 niveaux de production de ressources, la production d'un cours face au public, etc. Et la production qu'on appelle la production de ressources enrichies, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, il faut travailler dans ces sens-là. Tout à fait. Et Jean-Pierre ? Ouais, pour compléter ce que disent Sandrine et Jeff, oui, évidemment, ça nécessite un travail de plus en plus d'équipe. Les silos, c'est fini. Il faut vraiment que les gens travaillent en équipe. Je suis d'accord avec Jeff sur le fait de dire qu'il y a la notion de couleur dominante et puis de connaître un petit peu le métier de l'autre et ce qui se fait dans le métier de l'autre, ne serait-ce pour savoir, là je m'arrête, je passe la main, mais je connais un petit peu quand même et je peux quand même guider un petit peu. Ça, c'est hyper important. Finalement, on se nourrit les uns des autres. Et pour revenir aussi à un point que disait Jeff sur quelque part le monde d'après, on a vu effectivement un tout numérique qui a été un peu rejeté à certains moments, à la rentrée dernière, vécu. On veut revenir en présence, il y en a marre de faire des visios toute la journée, et puis c'est normal. Je me mets à la place des enseignants et des étudiants. Cette logique d'enfermement est pas vraiment évidente à supporter, mais je pense que le balancier va revenir, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême, on demande l'autre extrême, mais là où on va se repositionner, parce que quand le balancier va s'arrêter, on ne sera pas au point de départ. Et entre le point de départ qu'on avait avant la pandémie et le point d'arrivée que l'on va avoir,
il y a quand même une capitalisation assez forte qui va se faire. Oui, les enseignants, même s'ils reviendront dans les amphis, ne feront plus cours de la même manière parce qu'ils auront appris avec peut-être d'autres outils dont on n'a pas parlé, des outils comme Mooklab, par exemple, je fais de la pub pour nos amis de la EdTech francophone, à faire l'interaction pendant leurs cours de manière massive et finalement rendre leurs cours beaucoup plus actifs. Oui, ils auront appris qu'ils peuvent découper quand ils font ça en ligne, en sous-groupe pour pouvoir faire du travail extrêmement rapide, très, très actif des étudiants, puis les étudiants reviennent et sont moteurs dans le rendu. Et ça sera des gains que l'on va garder. Et surtout, on l'a fait de manière massive. En fait, souvent, c'était quelque chose où il y avait simplement quelques enseignants qui venaient et qui sollicitaient les équipes. Là, maintenant, il y a une maturité des enseignants plus forte. Par contre, le côté obscur, parce qu'il y a toujours un côté obscur, donc ça c'est mon côté Star Wars qui dit ça, le côté obscur, c'est que les enseignants parfois ont le sentiment d'une charge mentale très forte qui leur est demandée. C'est pas évident quand on est enseignant d'être aussi un peu réalisateur, et puis quand je le fais en direct et que je suis en comodal, il faut que je gère ceux qui sont à distance, ceux qui sont présents, puis il faut que je gère parfois moi-même les caméras, moi-même le son. Et ça, c'est quelque chose qui peut être lourd de la part des enseignants. Donc, il y a un travail encore de simplification technique à apporter et dans les choix à apporter, essayer de dégager la charge mentale de l'enseignant de ces aspects-là. On lui demande en plus, et c'est quand même pas son métier à la base. Et donc là aussi, il y a un travail énorme qui reste à faire. Merci Jean-Pierre. Alors on arrive déjà au terme de ce webinaire. Marine, est-ce qu'il nous reste une question on les aura peut-être pas toutes épuisées, mais du côté de la salle, avant de donner la parole à Jean-Marie Cognier, peut-être pour un petit mot de conclusion. Bah oui, comme vous en parlez, il y a des enseignants réfractaires. Alors comment est-ce qu'on peut un peu les embarquer à la transaction numérique et à les encourager à faire de la vidéo? Est-ce que vous avez réussi pour certains d'entre vous? Alors en un mot sur les conseils, comme ça nous fait un dernier petit tour de table. Jeff? Mais ils n'ont pas eu le choix déjà, donc je pense qu'avec la pandémie depuis un an, je pense que cette histoire du levier de motivation, il est un peu débordé. Non, je pense qu'il est important, trêve de plaisanterie, c'est surtout ce qu'on va définir de ce qu'on retient de cette année-là, ce qu'on retient des bons usages du numérique et comment on les intègre dans un monde académique normal. Je pense que la question, elle est là. Et il n'y a pas de réponse tout fait, il n'y a pas de conseil tout fait. Ça va être un dialogue, ça va être une réflexion. Il y a assez de têtes pensantes dans les universités avec les profs. Les étudiants aussi sont très importants dedans. Donc, c'est juste se mettre autour d'une table et voir comment on peut définir un nouveau cadre qui sera un cadre comme on l'a connu avant. Donc, le numérique n'est pas le distanciel, je le rappelle. Numérique, enseignement à distance, c'est pas la même chose. Les gens qui aiment bien le numérique, qui le promeuvent, ne sont pas des gens qui aiment la distance. Nous, on aime être sur le campus. Je suis sur mon campus. Je suis très heureux comme ça. Simplement, il va falloir qu'on mette un cadre de définition qui dira, OK, on a connu une période de plusieurs siècles comme ceci, on a connu un an comme ça. Le cadre futur de notre université, comment est-ce qu'on le veut? Et comment est-ce qu'on veut pouvoir récupérer les bonnes choses qu'on a apprises durant cette année, même dans un contexte très complexe, pour que ça soit au service d'un meilleur enseignement et d'un meilleur apprentissage dans les années à venir. Merci Jeff. Sandrine, peut-être. Oui, je pense que ça va aussi se faire de soi-même, c'est-à-dire que dans notre expérience, chacun aura eu son expérience et on va retirer, on a appris à faire très rapidement des choses qu'on aurait peut-être dû apprendre, on va dire, de manière plus longue. Donc, comment on va retirer cette expérience-là? Chaque enseignant, on veut dire, la motivation, ils vont l'avoir. Et en même temps, il n'y a pas d'obligation à ça. Moi, je rejoins sur le côté, le numérique, c'est facilitant. Si ils trouvent que c'est facilitant, si le média est facilitant pour avoir de l'interaction, pour pouvoir aussi de plus en plus travailler avec leurs étudiants, ils vont l'utiliser. Et quelque part, j'en parlais tout à l'heure, vu les transformations qu'on va avoir avec l'approche compétence dans les établissements, la transformation pédagogique, elle va se faire de pair, j'ai envie de dire. Puisqu'on va avoir aussi des besoins au sein des universités de transformer aussi ces façons de voir le cours, quoi. Voilà. Et donc, c'est important de susciter l'envie. C'est pour ça que je disais, de montrer aussi aux enseignants que c'est pas forcément chronophage. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, des capsules un petit peu enrichies qui n'est pas juste le cours, bien scénarisées avec un canevas de cours. Pour un enseignant, ce n'est pas forcément chronophage parce que ça peut être le frein de se dire, voilà, on va prendre beaucoup de temps.
Et donc de leur dire, pas forcément, justement, une fois que cette partie-là, vous pouvez le réitérer, et cette partie-là, vous n'avez plus à la refaire l'année d'après. Par contre, vous aurez ce temps d'interaction que les étudiants ont besoin et ont envie d'avoir. Parfait, merci Sandrine. Et Jean-Pierre, un dernier mot peut-être? Dernier mot, oui, je dirais qu'on a parlé, pour moi, si je devais résumer, il y a tout ce qui est apprentissage formel, effectivement, où là, on est sur la réalisation des cours, mais aussi l'apprentissage informel, entre les étudiants, dans des lieux, autour de débats, autour de rencontres. Donc, il faut peut-être se réapproprier aussi les campus et les lieux dans les campus et repenser tout ça entre des espaces formels et informels d'apprentissage, comment on les organise, comment finalement ce que l'on va faire en termes de numérique va permettre de dégager du temps pour faire autre chose de manière plus informelle. Comment, y compris le numérique, peut faire aussi de l'informel. Moi, j'étais très sensible de voir, par exemple, qu'il y a des étudiants qui maintenant, pour reproduire ce qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils n'ont pas eu quand les bibliothèques étaient fermées, se faisaient des séances de visio muettes à plusieurs, simplement pour être dans une ambiance de travail, pour se motiver entre eux. Ils se faisaient une séance Zoom, mais où ils ne se parlaient pas, mais simplement, tout le monde savait que tout le monde travaillait en même temps. Donc, il y a un mélange nouveau là, qui intervient. Quelque part, moi j'ai un mot que j'aime bien, que ceux qui me connaissent savent que j'emploie. On est rentré dans un monde digital, où le mélange entre le physique et le digital est en train de s'estomper. Par contre, il va falloir apprendre à jouer avec tout ça. Les espaces différents, des temps différents, des modalités différentes. Et donc la vidéo fait partie de ça. Donc il faut apprendre à rééquilibrer tout ça. Merci Jean-Pierre de nous avoir fait partager ce monde d'après et on verra aussi avec attention ce que Sciences Po fait de son nouveau campus de l'artillerie que vous avez mentionné, puisque ça va être un sacré campus dans Paris à venir visiter en vrai et pas en visio. Jean-Marie, vous étiez l'initiateur de ce webinaire. Vous nous avez apporté des partenaires là qui nous ont vraiment aidé à voir un petit peu plus loin. Vous arborez aussi, vous l'avez montré fièrement, votre badge EdTech France, puisque c'était la minute collective. Voilà, vous avez joué aussi le jeu de toutes ces entreprises des technologies pour le numérique, pour l'éducation. Qu'est-ce que vous en retenez alors à chaud là, de nos échanges avant de se séparer? Bon, déjà, pendant mes péripéties techniques là, qui sont appairées, je vais une totale confiance en nos intervenants parce que je pense qu'on a eu un panel qui a été extrêmement intéressant. Merci à vous trois d'avoir été là parce que c'était extrêmement enrichissant avec des modalités différentes en fait, hein. Des points de convergence dans la stratégie à adopter, mais finalement des modalités pratico-pratiques de par vos postes et vos établissements respectifs un peu différents, et je pense que ça nourrissait, ça donnait de la richesse à ces échanges-là. J'en retiens que la nature d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est d'amener ses étudiants vers le succès. Comment on les amène vers le succès? En fait, on va essayer de promouvoir, sans qu'ils le sachent, des usages qui vont dans le sens de ce qu'ils attendent, de ce qui va les amener vers cette situation de succès. On sent, on sait, on voit, on constate que la vidéo, c'est un média. Mais pas que. On voit aussi, suite à la pandémie, qu'ils ont un besoin d'un présentiel. Donc, il y aura un avant et il y aura un après cette pandémie. L'après de cette pandémie, c'est pas tout distanciel. Ouais, je retiens ce que disait Jeff. On a besoin de ce lien social. La vie étudiante, c'est aussi se retrouver, se croiser, être dans une salle, partager la prise de notes avec son camarade de droite. Et la vidéo, elle va pas du tout au contraire de ça. Elle est complémentaire à ces choses-là. Et je pense que justement, il faut revoir ces temps synchrone, asynchrone, apprentissage formel, informel, comme le disait Jean-Pierre. Et voilà, je vous donne un grand merci, j'espère que vous m'entendez pour ma conclusion. On vous a très très bien entendu Jean-Marie, je pense même que votre disparition a été presque passée inaperçue. On a essayé que ça ne se voit pas qu'il y avait des bugs techniques, mais vous avez levé le voile, après tout on est entre nous, c'est pas très grave. On était ravis en tout cas, Marine et moi, de vous avoir tous les quatre. Et donc, tout bientôt sur Campus Matin, le compte-rendu synthétique de ces échanges. Sur la chaîne YouTube de Campus Matin,
le live complet. Et puis, dans un mail dédié, les ressources supplémentaires qu'ont déjà partagé les intervenants et qui voudront bien nous donner pour vous d'ici l'envoi de ce message. Un grand merci à tous. Bon appétit. On vous souhaite le meilleur et enregistrez-vous, faites de belles vidéos et partagez vos expériences. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.